je croyais que la séance était à 2 heures, elle était à 3 heures, j'ai eu 1 heure pour commencer à lire le degré zéro de l'écriture. Et ce livre m'a frappé profondément pour 2 raisons. La première, c'est qu'il se trouvait que l'année d'avant, le sujet du concours qui nous avait été donné en dissertation s'appelait langue, parole, écriture. Personne n'avait su traiter le sujet. Personne n'avait su traiter le sujet parce qu'à l'époque, dans les Cagnes, la linguistique n'existait pas, la notion de la distinction langue-parole était totalement inconnue, la notion d'écriture était entendue de manière purement stylistique en vérité, et lisant Roland Barthes, je me suis rendu compte que tout un pan de réflexion, je l'avais complètement ignoré. D'ailleurs, quand j'ai parlé autour de moi de ma lecture, je dis oui, j'ai lu quelque chose vraiment important. La réflexion, c'est vraiment la réflexion de Normalien, elle dit ah, quel dommage qu'on n'ait pas lu pour la dissertation, le sujet de l'année précédente. Nous avons tous été reçus, non? Ce que nous n'avions pas été, j'ai été reçu l'année d'après. Ça, c'est une première anecdote. La deuxième anecdote, c'est que, passionné par le degré zéro de l'écriture, je regarde les affiches de l'école pratique des hautes études. Ça, c'est la deuxième année d'école où j'avais commençait la linguistique. Donc j'étais moins ignorant en ce qui concerne la notion de langue-parole. Et je regarde donc la fiche d'école pratique des hautes études et je vois le séminaire de Roland Barthes. C'était la première année où Roland Barthes faisait son séminaire. Et je suis allé, non pas à la première séance que j'ai manquée, mais à la deuxième séance. Nous étions 5, 6, qui étaient essentiellement les amis ou les épouses d'amis. Je me souviens très bien, Roland Barthes, faisant le tour des chambres, il les connaissait tous, sauf moi évidemment, mais il les connaissait tous. C'était la femme d'Edgar Morin, Violette Morin. Tiens, Violette, vous êtes là. Je vous assure que c'était une atmosphère. On était entre soi. Il avait donc, en gros, le banc et l'arrière-banc de ses amis, qui étaient essentiellement des sociologues. Et cette première année-là, nous avons commencé à 5, nous avons dû terminer à 8, quelque chose comme ça. Nous n'avons pas atteint 10. Et moi, j'ai été fidèle auditeur. J'en ai parlé autour de moi, ce qui fait que l'année d'après, il y a eu plus de monde, notamment venu de la rue, des Normaliens. Ce qui, je m'en suis rendu compte après coup, pour Roland Barthes était important parce que ça élargissait beaucoup son champ d'audience. Et puis là, nous étions de l'ordre de la trentaine. Troisième année, on confinait la cinquantaine. Et la quatrième année, je suis venu et Roland Barthes m'a pris à part et m'a dit écoutez, ne venez plus, ça n'a plus de sens. Le séminaire est maintenant devenu. Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était. Il y avait. Effectivement, le nom de séminaire c'est comme le séminaire de Lacan, ça n'avait plus de rapport avec ce que c'est qu'un séminaire dans la tradition. On se met autour d'une table et où tout le monde peut parler, ce qui était le cas la première et la deuxième année. Roland Barthes a considéré qu'il y a eu une coupure dans son séminaire. Je parle là du support de quelque sorte institutionnel. Je ne pense pas qu'il y avait, je suis sûr qu'il ne l'a pas vécu avec plaisir, il l'a accepté, il ne l'a pas vécu avec plaisir. Et il a gardé, je pense, une attention particulière à ses
à ceux qui avaient été ses premiers auditeurs. Il y avait considérait que c'était ceux qui, en quelque sorte, n'avaient pas entendu parler de lui par la rumeur, qui était venue avant la mode. Parce qu'effectivement, et ceci renvoie à une remarque que j'ai faite, une observation que j'ai faite, pas seulement à propos de Barthes, lorsque Barthes a commencé son séminaire, le structuralisme n'existait pas. Le mot structuralisme existait pour désigner un mouvement scientifique qui, en vérité, et c'était ainsi que Barthes le percevait, était un mouvement scientifique dont les œuvres essentielles avaient déjà été écrites et n'avaient pas été écrites ou n'étaient même pas forcément accessibles à Barthes. Les œuvres essentielles, c'était, en dehors de Saussure bien entendu, mais qui est vraiment une autre génération, c'était Jacobson, pratiquement inconnu en France à ce moment-là, pas traduit. Les traductions sont venues après. C'était le linguiste danois Hjelmslev, qui écrivait en français et ses textes étaient totalement inconnus. Alors qu'ils étaient parfaitement accessibles du point de vue de la langue. Ils ne l'étaient pas. Il a fallu que je fasse hacher la bibliothèque de l'école normale, je ne connaissais pas l'existence de ce linguiste. C'était propre, lui aussi, rien de traduit en France, et n'étant connu que par l'intermédiaire de Lévi-Strauss. Et je pourrais citer tout un certain nombre d'autres exemples. Donc, le structuralisme était un mouvement dont le début se marquait, mais encore en puissance, par le cours de musique générale, et qui s'était développé à partir des années 30, jusque dans les années 40 et 50, mais hors de France et hors de Paris. De ce point de vue-là, Barthes se considérait en quelque sorte comme l'introducteur, parmi d'autres, mais l'introducteur de ce mouvement. Ceux qui dans l'auditoire étaient linguistes, en fait, étaient professionnellement, entre guillemets, il n'y en avait pas. Moi, je débutais, j'étais loin d'être un professionnel de la linguistique. Donc, la linguistique était une sorte de science, c'était ce qu'on appelait à l'époque la science pilote, mais dont Barthes disait lui-même qu'il n'y avait accès que de seconde main. Et il n'y avait pas, je le répète, de linguiste dans l'auditoire. La grande rupture qui s'est produite, et dont l'épisode que je vous ai rapporté concernant le séminaire, à savoir le passage de petits groupes rassemblés autour d'une table à une salle immense, pleine de monde, où Barthes parlait de manière professorale, cette transformation est due à la naissance de quelque chose qui a aussi le nom de structuralisme, mais qui n'est plus du tout un mouvement scientifique, qui est un mouvement d'opinion. C'est l'opinion qui a le sentiment qu'un certain nombre de personnes, des noms qui viennent d'apparaître comme Jacobson, qu'on commence à traduire. D'ailleurs, la première traduction d'un article de Jacobson a été publiée dans le dernier numéro de la revue Argument, où Barthes a publié cet article mémorable pour lui, où il oppose les deux intelligences, l'intelligence structuraliste et l'intelligence en quelque sorte dialectique, qui repose sur l'intelligence dialectique repose sur l'opposition de la surface et des profondeurs, alors que l'intelligence structuraliste travaille sans faire de distinction entre la surface et la profondeur. Tout ce qui est pertinent doit être lisible sur une seule surface.
Et donc Jacobson commence à être connu, il apparaît dans les noms dont le mouvement d'opinion se réclame, Lévi-Strauss, bien entendu, Lacan, les linguistes, en quelque sorte par profession, mais ils sont peu lus, peu pratiqués, mais leur présence dans le mouvement d'opinion comme référence est importante. Pourquoi je parle de mouvement d'opinion? Ce n'est pas du tout parce que je considère que les noms que je viens de citer sont des figures d'opinion. C'est que les figures que je viens de citer, que ce soit Jacobson, que ce soit Lévi-Strauss ou Lacan, il y en a d'autres, Dumézil, Mavéniste, aucun d'entre eux ne considérait qu'ils faisaient partie du même mouvement que les autres. Lévi-Strauss ne considérait pas du tout Lacan comme travaillant dans le même espace que lui. Lacan se accordait à Lévi-Strauss une très grande importance et ne considérait pas que ce qu'il faisait, lui, Lacan, était l'extension du travail que Lévi-Strauss avait mené sur les structures élémentaires de la parenté. Je prends cet exemple parce que d'un certain point de vue, les objets se croisent. Les structures élémentaires de la parenté d'un côté et les complexes familiaux que la psychanalyse pouvait étudier, on aurait pu penser que ça se croiserait. Non, pas du tout. Ni les méthodes, ni les objets ne se définissent de la même manière. Je pourrais continuer les exemples. Les seuls qui se revendiquent comme structuralistes, ce sont les linguistes, mais en référence au modèle scientifique que j'évoquais au début et qui s'était développé dans les années 30 et 40. Pas du tout au moment où la vogue, le mouvement d'opinion du structuralisme s'est constitué. Et c'est même plus frappant encore parce que en linguistique, c'est le moment précisément où Chomsky commence à émettre à l'égard du structuralisme en linguistique des critiques de plus en plus sévères. Ce qui fait que, d'un certain point de vue, on peut dire que le mouvement structuraliste, comme mouvement scientifique au sein de la linguistique, s'arrête au moment où le mouvement d'opinion commence à exercer une séduction qui a été brève dans le temps, mais très importante. À quoi a-t-elle correspondu? À mes yeux, ce mouvement d'opinion a correspondu à une phase politique très importante. Ce mouvement d'opinion s'est développé en France, d'abord. Il est clair que Paris a été la capitale du structuralisme. Après, c'est passé en Italie, et si certains d'entre vous ont vu un film italien, un sketch, où le dernier sketch a été fait par Fellini, vous avez un acteur joué par Sterenstam, qui est un acteur complètement déjanté, drogué, perdu de vices à peine imaginables. Il est convoqué pour tourner un film, et il est reçu à la gare de Rome par un chanoine en soutanelle, en chapeau, parce que, en vérité, le film est financé en sous-main par le Vatican. Et le dit chanoine parle à cet acteur en lui parlant de son ami Roland Barthes, ce qui veut dire qu'en l'espace de quelques années, Roland Barthes était devenu, en Italie, le porteur d'une forme nouvelle de savoir. Et donc, il n'y a aucun doute que Paris est à ce moment-là la capitale du structuralisme, mais si vous regardez ce que c'est que Paris à ce moment-là, c'est la ville où vient de se terminer la guerre d'Algérie. C'est-à-dire qu'en fait, on passe d'un moment, qui est le moment de la guerre d'Algérie, où la figure majeure de l'intellectualité est Jean-Paul Sartre.
peut dire que toutes les semaines, il y avait un texte fondamental de Sartre, de commentaires de l'actualité qui paraissait soit dans l'Express, soit dans l'Observateur, ça s'appelait je crois en France Observateur à cette époque-là, soit parfois dans Le Monde, et soit dans les temps modernes, et c'était des textes qu'il n'était pas question de ne pas lire, parce que c'était des textes fondamentaux à la fois du point de vue de la pensée et du point de vue de l'interprétation de ce qui se passait sous nos yeux, où nous étions déjà dans une forme d'état d'urgence, puisque c'est à ce moment-là qu'on a décrété l'état d'urgence où nous vivons actuellement, et où, je me rappelle très bien, je n'étais pas dans la voiture, mais je crois que c'était Balibar qui nous disait, il y avait Balibar, Rancière et quelques autres, qui roulaient assez vite sur le boulevard Saint-Michel, puis ils sont sifflés par la police, ils continuent, et puis ils continuent de siffler, et ils s'arrêtent, et le policier s'approche, et dit heureusement vous êtes arrêté, j'allais tirer. Comme me disait Rancière, il est possible que le sort de la pensée française rassurez-vous, je n'étais pas dans la voiture. Tout était sauvé. Et c'est pour vous dire que le Paris d'avant, tout proche en vérité, 2 ou 3 ans, était un Paris où il y avait des attentats d'OS, où il y avait en Algérie, il y avait des tortures, où la question de savoir si on allait négocier ou pas, enfin, c'était des questions d'une urgence extrême, mais qui était d'une urgence politique. Il est tout à fait évident que la fin de la guerre d'Algérie, combinée, la fin de la guerre d'Algérie, combinée avec l'arrivée du général de Gaulle, à ceux qui s'intéressent, je conseille la lecture de Situation 5. Il est absolument remarquable de voir les textes de Sartre se succéder avec une force au rythme pratiquement de 1 par semaine. Et quand de Gaulle arrive, c'est fini. Sartre n'a plus rien à dire. Il ne sait plus quoi dire. Donc en vérité, tout le schéma politique est transformé. Et il est transformé de telle façon qu'en quelques temps, en quelques mois, les Français, je parle des Français, je ne parle pas des Français d'Algérie, je parle des Français qui vivaient en métropole, dans les hexagones, et notamment à Paris, ont le sentiment que la paix était à portée de main. Donc, la page de la politique était tournée. En même temps, était tournée la page de la politique ayant à tenir compte de manière fondamentale du Parti communiste français et du marxisme. Faire de la politique, à ce moment-là, quand on avait 20 ans, 22 ans, 23 ans, peu importe, avant, la grande question c'était, est-ce que je vais être appelé ? Il y avait des étudiants qui étaient sursitaires, mais quand le sursis se terminait, on n'était pas certain de ne pas aller faire la guerre. J'ai des camarades d'école normale plus âgés que moi qui sont partis en Algérie. Et je répète, les étudiants sursitaires étaient privilégiés. Il n'était pas question de rater un examen, parce que si on ratait un examen, le sursis était révoqué. Et si le sursis était révoqué, on partait en Algérie. Donc, la vie est dominée par une question matérielle. Est-ce que je vais être appelé ou pas? Est-ce que je vais être envoyé en Algérie ou pas? Et le cas échéant, y être tué. Ou être en présence de tortionnaires, parce que c'était aussi ça la question. Après, en face de cette question-là, qui était une question matérielle, il y avait une question politique qui était « Que fait le PCR ?» Voilà, il ne s'agissait pas de faire comme lui, mais nécessairement. Il y avait ceux qui faisaient comme lui, mais la question de savoir ce qu'il faisait était extrêmement importante. Éventuellement pour faire le contraire ou autre chose. Mais c'était la première question qu'il fallait poser. Et il fallait poser cette première question parce que, du point de vue intellectuel,
le passage par le marxisme était absolument obligatoire. Là encore, pas nécessairement pour être marxiste, mais pour avoir à tenir compte, à prendre ses distances ou pas. À la fois pour des raisons matérielles et pour des raisons intellectuelles, cette configuration se termine, et c'est à ce moment-là que le structuralisme apparaît. Il apparaît sur le fond de la paix, sur le fond d'une structure de la vie parlementaire totalement différente, puisque à ce moment-là, plus rien n'existe entre les gaullistes et le PCF. Le compagnonnage de route pour les intellectuels se termine, le problème n'est plus comme ça, et Barthes arrive. Barthes lui-même avait été très sensible à la thématique marxiste, très sensible à la lutte anticoloniale. Toute la deuxième partie de mythologie est consacrée à la lutte anticoloniale. Dans ce fameux numéro d'argument que je vous cite, qui serait à étudier en quelque sorte page par page, puisqu'il est à la fois un numéro ouvert sur la pensée dialectique, traduction de Lukács par exemple, et porteur de cet article de Barthes qui dit mais il y a un autre mode de pensée. Le structuralisme, en tant que mouvement d'opinion, est un mouvement qui correspond à cette phase très particulière où pour la première fois depuis 1945, la France, pas depuis 1945, ça a été depuis 1939, la France n'est pas en guerre. On se fera mécaniquement, on sera toujours plus riche que ses parents, et nos petits-enfants seraient plus riches nécessairement que... Vous savez bien que cette perception n'existe plus. Elle était très forte à ce moment. Ce qui me frappe chez Roland Barthes, c'est que je crois qu'il a eu la plus vive conscience de ce qui se jouait dans le succès qu'il a rencontré. Qu'il en a eu la plus vive conscience et qu'il n'a éprouvé un double sentiment. L'un d'accord, il n'est jamais revenu au marxisme, il n'est jamais revenu au militantisme politique, il n'est jamais revenu à l'engagement politique tel qu'il en avait, à l'égard de quoi il avait éprouvé du respect, il n'est jamais revenu vers Sartre, mais en même temps, quelque chose de cette nonchalance, cette indifférence qui était la face sombre possible du structuralisme était quelque chose qui lui déplaisait profondément. C'est pourquoi j'ai pensé à accrocher mon intervention à la thématique du moraliste. Le moraliste, dans la langue française, qui est porteuse de grands écrivains qui portent le nom de moraliste, le Nietzsche par exemple, célébrait. Les écrivains français qu'on appelle les moralistes, donc essentiellement La Rochefoucauld et La Bruyère, n'ont absolument rien à faire de la morale. Et rien à faire de l'éthique. Vous ne pouvez pas tirer une ombre de maximes morales ou éthiques des maximes de La Rochefoucauld. Vous ne pouvez pas tirer une ombre de principes de conduite de La Bruyère. Ce qui les intéresse, ce sont les mœurs. Pourquoi on appelle les moralistes? Pas à cause de la morale, à cause des mœurs. Ils observent les mœurs avec plus que de la distance. Je dirais que le premier mouvement qui les anime, c'est le mouvement qui consiste à ébranler le cycle des habitudes dans les mœurs.
Le deuxième mouvement, c'est de déterminer un champ dans les mœurs où ils vont opérer cet ébranlement. Alors, chez La Rochefoucauld, le champ où il va opérer cet ébranlement, ce sont les passions de l'âme. Donc il va montrer que vertus ou vices, vertueuses ou vicieuses, ces passions se ramènent à l'amour propre. Et chez La Bruyère, il étend, lui, son champ à l'ensemble des conduites humaines, des divertissements humains, pratiquement chaque caractère est l'étude d'une habitude qu'il va ébranler en la décrivant. Et le troisième mouvement, c'est d'exposer en quelque sorte le garant de ce qui fait que, au sein du champ d'habitude, leur ébranlement ne consiste pas seulement à ramener des apparences à ce qui n'apparaît pas, à leur vérité cachée, mais à maintenir pour elle-même les apparences. Autrement dit, si vous lisez La Rochefoucauld, quand il dit c'est l'amour-propre qui est la source en vérité de toutes les passions, ça ne l'empêche pas d'accorder à chaque passion, vicieuse ou vertueuse, une importance comme apparence. De la même manière, chez La Bruyère, l'apparence de caractère n'est qu'apparence, mais en tant que c'est une apparence, il faut la traiter avec le respect que méritent les apparences, précisément parce que c'est seulement en respectant les apparences que l'on va pouvoir faire apparaître cette autre dimension qui est ce que j'appellerais la véracité. Je retrouve ce mouvement chez Roland Barthes. Je dirais que d'un certain point de vue, les mythologies sont construites comme les caractères de La Bruyère, sauf que les caractères, ce sont des objets. Enfin, des objets, des événements, des conduites. Parce que Barthes, quand il écrit les mythologies, est convaincu implicitement que la grande différence entre la période moderne et celle de La Bruyère, c'est que dans la société moderne, les personnages modernes, les caractères modernes, sont simplement les appendices des objets. Donc, il faut décrire le Tour de France, parce que c'est seulement en décrivant le Tour de France qu'on fera le portrait de celui qui suit le Tour de France jour après jour. C'est seulement en décrivant le match de catch que l'on fera le portrait de ceux qui assistent au match de catch, etc., etc. De la même manière, après, lorsque ce que j'appellerais le garant, qui était le garant des mythologies, qui est un garant qui trouve du côté de la théorie du métalangage, d'un côté, et de l'autre côté, une sorte de marxisme ouvert. Le garant va changer avec la sémiologie, mais le mouvement d'ébranlement, le mouvement de respect des apparences, ces deux temps, ces deux premiers temps, ébranlement des apparences, mais deuxième temps, respect des apparences, et troisième temps, garant de ce double mouvement, il va le chercher ailleurs que dans le garant qu'il cherchait dans la mythologie, il va le chercher dans la sémiologie. Et là, je vais très vite. À mon avis, si vous prenez la chambre claire, le cercle des habitudes se rétrécit et devient cette habitude qui n'avait pas de nom jusqu'à conduit, mais qui n'en a toujours pas d'ailleurs, qui est l'habitude que nous avons les uns et les autres, peut-être moins maintenant et encore. L'habitude d'accorder du prix à des photographies. C'est une habitude. Et
là, il l'ébranle. Il l'ébranle et il en fait apparaître, ce qui permet d'introduire une différence entre l'apparence de la conduite de celui qui aime une photographie et la vérité de cette conduite. La vérité de cette conduite, à la fin du livre, on se rend compte que c'est la vérité, ce que j'appellerais la vérité d'un sujet, de la dimension du sujet, plus exactement. La photographie, bien entendu, celle qui va prendre à la fin, qui est celle qui est la plus chère à sa propre conduite, qui est la photographie de la mer. Pourquoi est-ce qu'elle est chère? Son apparence, c'est un morceau de papier glacé. Sa vérité, c'est quoi? C'est le deuil auquel elle permet de travailler. Eh bien, le garant de cette mise en relation, c'est, je pense, la dimension de subjectivité, ce que Barthes appelle la figure singulière, la singularité. C'est ce regard-là, et pas un autre, que la photographie saisit, et c'est mon regard, et pas un autre, que la photographie suscite. Et on le retrouve là, je ne sais pas si Barthes l'aurait accepté, on retrouve d'une certaine manière la formule de Lacan, le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant. La photographie, plus exactement l'aura de la photographie représente le sujet pour une autre aura qui est en vérité l'aura de mon propre deuil. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'on puisse parler de cela sans évoquer le fait que, dans les jours qui viennent de s'écouler, la photographie, les selfies, les petits films que l'on tourne sur son téléphone portable, qui sont en réalité des photographies passées à une certaine vitesse, pas du film, il n'y a pas de montage. Pour qu'il y ait film, cinéma, il faut qu'il y ait du montage. Là, il n'y a pas de montage. Ce sont donc des photographies qui se succèdent à une vitesse telle qu'on a le sentiment du mouvement, de la fidélité de reproduction du mouvement. Et je dirais qu'on peut soit les prendre du côté benjaminien, si vous voulez, de la reproductibilité à l'infini. Tout le monde sait qu'une image qui est sur Internet peut être reproductible à l'infini. Ce que dit Roland Barthes, sans le dire, c'est qu'on n'est pas obligé de prendre ce qui est l'ordre du reproductible à l'infini, à savoir en l'occurrence la photographie. On n'est pas obligé de s'en tenir là. On peut aussi saisir que dans ce que montre la photographie, qu'elle soit fixe ou animée, il y a la dimension du sujet, d'un sujet qui vit ou qui meurt, et qui représente, par sa représentation, qui me représente à moi comme sujet, mon propre deuil, qui est aussi une manière de me josifier, puisque le deuil, c'est simplement la manière de, comme on dit, de se retrouver. Le sujet, lui, est toujours dans la dimension de ce qui ne se retrouve pas. Je dirais donc que la chambre claire, qui n'entre pas dans le périple structural, mais qui entre dans ce que j'appelle le pas philosophique, la chambre claire est le dernier
le dernier geste du moraliste qu'était Roland Barthes. Et c'est un geste où cette chose singulière, qui est une photographie, représente quelques sujets pour une autre chose, qui est ce que j'appellerais le selfie que je suis pour moi-même. Merci beaucoup. Ce qui leur permet, à leurs propres yeux peut-être, de ne pas être des moralisateurs, c'est qu'ils croient en Dieu. La Rochefoucauld est un chrétien convaincu, vraisemblablement janséniste, enfin un chrétien convaincu, et l'ensemble des caractères de la bruyère est fait pour mener à Dieu. D'un certain point de vue, ce qui fait que les caractères sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire en fait des figures de la servitude humaine, le caractère est un esclave de lui-même. Si c'est une servitude de lui-même, c'est parce qu'il s'est détourné de Dieu. Il ne tourne pas son regard vers Dieu. S'il tournait son regard vers Dieu, il ne serait pas amoureux de son caractère. En vérité, c'est ça le secret des caractères de la bruyère. C'est que chaque caractère est amoureux de son caractère. Le distrait, un long portrait, trop long à mon avis, mais ça c'est mon jugement personnel, et ce distrait est amoureux de sa distraction. Bien entendu, l'amateur de tulipes est amoureux, non pas des tulipes, il est amoureux de son amour des tulipes. Et le commentateur a fait remarquer que l'amateur de tulipes est exactement le symbole de la conduite humaine telle qu'elle ne doit pas être au lieu de la bruyère, puisque c'est celui qui a les yeux fixés sur la terre et sur les fleurs, et qui ne pense pas à celui qui fait que ces fleurs soient belles, à savoir Dieu. Or, Roland Barthes n'a pas de Dieu. Et ça va de pair avec le platonisme que je lui prête, qui est un platonisme totalement interne à la caverne. Autrement dit, ce n'est pas un platonisme métaphysique, c'est un platonisme physique. Il est comme les prisonniers de la caverne qui voient devant leurs yeux défiler des images et qui peuvent reconnaître les points de ressemblance et les points de différence. J'ai repris et cité le texte de Platon, ce qui est très frappant, ce sont des techniques du structuralisme, c'est-à-dire opposition, différence, des traits en vérité. Et toute la période sémiologique, à certains égards une période stérile du point de vue de Barthes, qui aboutit à quelque chose qui, à ses propres yeux, dont il doit sortir, il va en sortir par l'empire des signes, où il va découvrir qu'en fait la force des signes, c'est qu'ils sont vides. La vertu, malgré tout, de ce premier mouvement qui était le sien d'aller à la sémiologie, c'était de retrouver les procédures des prisonniers de la caverne. Et jusqu'à la fin de son œuvre, il reste un prisonnier de la caverne. Et néanmoins, et c'est aussi, je ne le ferai pas ici, on n'a pas le temps, c'est aussi, à mon avis, la très profonde critique qu'il adresse à Benjamin, qu'il cite très peu, alors que Benjamin a travaillé sur la photographie, a écrit une vraie histoire de la photographie, un livre important. Barthes encore plus d'importance à Gisèle Freud, alors que c'est bon, peu importe. Je crois que la très profonde critique qu'il adresse à Benjamin, c'est que Benjamin croit qu'on peut sortir de la caverne. Pas par les voies platoniciennes, mais par l'espérance révolutionnaire, par le messianisme révolutionnaire. Or, je suis d'accord avec vous pour dire que Roland Barthes ne se veut pas désimpliquer des luttes de son temps, mais il n'est pas messianique. Et ce qu'il reprocherait, qu'il aurait reproché, il a vu avec tristesse
un certain nombre de gens comme moi, par exemple, devenir des militants maoïstes, ça me paraissait déplacé. Et il n'a pas du tout aimé mai 68. Il a dit à François Val, les étudiants de Metz se battent pour le retour de ce contre quoi nous nous sommes battus toute notre vie. Parce que c'était le retour justement de la démystification. Je dis en passant que je pense la critique de Rancière absolument non fondée concernant Blondin. Il y a un moment de démystification, c'est vrai, dans les mythologies, c'est tout à fait vrai, mais ça n'est pas le dernier mot. On ne peut pas faire comme si ça s'arrêtait là. Et dès que Barthes a eu le sentiment qu'on pouvait tirer des mythologies une forme d'éducation populaire, il est passé à autre chose, c'est-à-dire en fait à la sémiologie. La sémiologie, la critique qu'on lui a faite, et c'est vrai qu'on peut la lui faire, c'est qu'elle n'est pas faite pour éduquer le peuple. Ça n'apprend rien au peuple. Et malheureusement, on l'a utilisé comme procédure pédagogique, ce qui en a montré, ce qui a fait apparaître toujours, quand on se sert de quelque chose pour ce à quoi ça ne doit pas servir, c'est catastrophique. Donc j'arrêterai là mon rebond, mais sur beaucoup de points, je pense que je vous rejoins, à condition qu'on ajoute cette dimension entièrement, ce qu'on appelle cavernicole. Il n'y a pas le soleil du bien à l'extérieur de la caverne. C'est le titre même qui indique, d'un certain point de vue, l'amour est le sujet de la littérature française, de la littérature romanesque française. Le roman français ne parle que de ça. Et ce que Barthes vise, c'est ce qu'il considère comme étant devenu une habitude, qui est le discours romanesque sur l'amour. Pas le contenu, l'existence de ce discours. Et il va le fragmenter. Ça, j'appelle la fonction des droits. Et après, bon, on pourrait entrer dans le détail. Ce que j'appelle la délimitation de l'habituel, c'est en l'occurrence précisément le discours amoureux comme ritournelle du roman, des récits. À mon avis, c'est d'ores et déjà l'amorce de ce qu'il va dire sur le roman après qui prend par le biais de... Si vous voulez, les fonctions c'est comme si vous voulez, en ethnologie, on définit des fonctions au sein des récits, les fonctions du discours moraliste, du propos moraliste sont là, du début jusqu'à la fin, mais leur substance est différente. On retrouve les fonctions dans le fragment du discours amoureux, comme on les retrouve dans le plaisir du texte, mais avec à chaque fois un décrochement.